Vous êtes MyMoneyBank, ça parle peut-être pas à tout le monde, avant qu'on rentre un peu dans la genèse du projet et qu'on fasse le lien avec ce qu'on a vu précédemment. Bien, donc, je suis Virginie Andrès, je suis diplômée HEC 97. J'ai commencé ma carrière en Allemagne en finance chez Siemens d'abord, dans l'électronique de défense, donc au moment du rachat par Daimler Chrysler Aerospace et de l'intégration dans EADS. Et j'ai travaillé ensuite chez Lotus Development au moment de l'intégration dans IBM. Je suis ensuite revenue en France pour commencer chez General Electric. Donc MyMoneyBank ne s'appelait pas toujours MyMoneyBank, mais c'était GE Moneybank. J'ai commencé en contrôle de gestion et en controllership, donc vraiment purement comptable, enfin sur des clôtures comptables. Et j'ai bifurqué sur les systèmes, en gestion de projet, en amélioration de process, petit à petit. Et j'en suis jamais sortie, même si parfois je suis encore bien dans le cambouis comptable, de résolution, de soucis de solde et de réconciliation. MyMoneyBank, c'est une vieille banque française qui est née en 1919, je crois, avec André Citroën. Oui, c'était la Sovac à l'époque. General Electric l'a acheté en 1995, et a racheté aussi d'autres banques comme la Banque Royale Saint-Georges à Nantes, le Crédit Glace par exemple en Alsace, je suis alsacienne. Et depuis quelques mois, depuis le mois d'avril, notre banque s'appelle MyMoneyBank puisqu'elle a été vendue par General Electric à Cerberus Capital Management, c'est un groupe d'investissement, fonds d'investissement américain. Puisque GE a décidé de laisser une grande partie de General Electric Capital pour se concentrer sur ses fonctions industrielles. Donc MyMoneyBank, on fait essentiellement du rachat de crédit. Donc si vous avez plein de crédits dans des banques diverses et que vous voulez venir chez nous, vous êtes les bienvenus. J'ai pas mis de URL, désolé. Mais c'est le site quand même. Ouais. Et du crédit auto. Voilà, on se concentre sur ces deux activités essentiellement. On fait aussi du dépôt, d'ailleurs on a des produits dépôt très, très bien valorisés. Ok, super. Alors j'avance du coup la slide. Alors si maintenant on peut venir un peu sur le projet, du coup ce rachat a dû avoir des impacts sur le SI. Voilà. Donc voilà, c'est quoi la genèse de ce projet Effectivement, quand General Electric a annoncé la vente de GE Capital en avril 2015, General Electric nous a dit aussi tous les outils finance notamment que vous utilisiez et qui nous appartenaient, donc à GE, il va falloir chercher des remplacements parce qu'on ne va pas vous les garder, vous les laisser à vitam. Donc on a eu de 1 an à 18 mois pour changer nos outils finance. Et chacun des outils avait une durée de vie plus ou moins courte, donc ça a été assez speed pour retrouver des équivalents et puis sélectionner les bons nouveaux outils. C'était une période enthousiasmante, puisque pour la première fois General Electric, on n'avait pas de choix imposé par un grand groupe, mais vraiment c'était à nous de faire nos choix, donc grosse responsabilité aussi. Pour le moment, on ne s'est pas trop trompé, mais on implémente donc Oracle. On va passer en production cette semaine. Effectivement, c'est assez chargé. Je vous ai mis une page assez générique pour vous montrer déjà d'une part un peu ce que disait Laurent sur les propositions Oracle. Donc les modules que nous avons achetés chez Oracle, c'est le Ledger, le GL, le General Ledger, la compta de base. Ce que montrait Laurent sur la reconnaissance semi-automatique des factures d'achat, donc AP. PO, donc le module achat, procurement, AR, à venir, accounts receivable, et fixed assets, donc les IMO propres, on n'en a pas beaucoup. Donc on se focalise d'abord sur les trois premiers modules. Et puis vous voyez toute la pluie là, qui tombe du nuage, c'est pas fait exprès, mais c'est pour vous montrer qu'il y a pas mal d'éléments sortants de la sphère Oracle et aussi entrant. Donc vous avez sur la partie gauche tous nos systèmes de gestion IT, on en a pas mal, c'est une de nos problématiques. Et c'est pourquoi on est content d'avoir en vert l'interpréteur comptable. Donc celui-ci interprète vraiment, quand arrive un nouveau dossier de crédit, le transformer en débit crédit comptable sur les comptes qui vont bien. Donc à chaque changement de système, de plan de compte, de système comptable et de plan de compte, on est content d'avoir quand même cet interpréteur pour ne pas repasser dans toutes nos chaînes IT. Derrière, donc on alimente notre GL avec ça, notre AP aussi.
Vous avez 12 autres outils dans le cloud Oracle. Donc Laurent a parlé de planning. Effectivement, notre CEO m'a dit OK pour Oracle. Tous mes copains m'ont dit que ça marchait bien, mais seulement si c'était intégré du planning au reporting. Donc on va mettre planning en place à partir du mois prochain. Et on a acheté aussi un outil de conso, alors qui n'est pas directement dans le cloud Oracle, mais qui est un ancien Hyperion, donc aussi dans la sphère Oracle. Et l'avantage qu'on y a vu, c'était, enfin vous me dites si c'est trop de détails tout de suite, mais l'avantage qu'on y a vu, c'est qu'en termes de restitution, c'est le fameux Excel où on double-clique, on sélectionne tout ce qu'on veut, dont parlait Laurent, c'est la même restitution que dans GL. Et enfin, le truc magique qui va de GL à AP avec des clics, c'est le même outil. Voilà, et en sortie, bon, je vous ai mis ça pour vous donner des idées peut-être. On va sortir le FEC, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont affronté des contrôles fiscaux récemment, mais on en a quelques-uns en ce moment. Donc on va sortir de GL aussi, on va extraire certaines données, notamment pour la DAS2, un outil de screening fournisseur, et puis j'ai mis tout en bas à droite les justifications de solde du bilan. En fait, on a acheté un outil qui s'appelle Blackline qui était là tout à l'heure. On suit notre clôture comptable aussi grâce à cet outil. Je ne fais pas d'appui pour Blackline. Non, mais c'est l'événement voilà. global donc on Future of Finance. Parlons et système d'information finance. On est vraiment sur la voie on essaie d'automatiser, d'intégrer un maximum pour libérer, c'est ce que dit tout le monde, hein, mais c'est vrai, pour libérer du temps d'analyse à notre équipe finance, parce qu'on est de plus en plus petit finalement, mais les besoins réglementaires, nous sommes une banque, vont en croissant. En même temps, on est passé à l'IFRS, on s'ennuie pas, chez nous ces derniers temps. Ok, je crois qu'après on a quelques éléments sur le périmètre utilisateur, géographique, et puis comment ça s'est conduit. Oui. Comment ça s'est conduit? L'échelle de temps, voilà, c'est important de revenir là-dessus. Oui. On a effectivement en 2015 l'annonce de la vente, et puis on a commencé à réfléchir à de nouveaux outils. Donc on a vu d'autres acteurs du marché, on a vu notamment Microsoft, qui proposait aussi un cloud mais qui était très très vert, donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé vers Microsoft. Et l'autre raison pour laquelle on a choisi Oracle plutôt que Microsoft, c'est que notre temps projet était très très limité par le fameux deadline que nous imposait GE. On a choisi Oracle pour remplacer notre Oracle qu'on avait déjà, puisque GE était, Moneybank était sur Oracle depuis 2002. Moi-même, j'ai fait l'implémentation d'Oracle GLAP. Sur les précédentes solutions d'Oracle. Sur les précédentes, pas sur les solutions. Pas sur le RP Cloud. Donc là, on s'est dit, on retourne vers de l'Oracle, mais quelque chose d'un peu plus moderne, parce qu'en même temps, notre IT nous a dit qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'embaucher beaucoup de personnes pour revenir en infrastructure interne. Parce que finalement, GE nous offrait déjà cette infrastructure externalisée, puisque toute l'infrastructure Oracle était aux États-Unis, à Londres, gérée par des helpdesk en Inde, en Chine, donc heureusement que je parle pas en langue, pas le chinois, mais ça pourrait aider. Donc en juin 2016, on a arrêté notre choix sur Oracle et sur la version cloud, donc notamment pour aider l'IT. Et on a signé le contrat après moult discussions, j'ai mis ma casquette légale aussi, avec le juridique. Donc on a signé fin novembre 2016 et dans la foulée on a commencé nos ateliers d'implémentation en décembre, pendant Noël. En mars 2017, la vente effective de GE à Cerberus a eu lieu, et puis là on arrive en octobre maintenant, donc c'est notre go live cette semaine. Donc on est sur les chapeaux de roue pour finir, et puis on fait un go live entre guillemets sur les bases. Donc malheureusement on n'a pas encore pu expérimenter les trucs géniaux dont nous parle, enfin quelques trucs géniaux on les a vus, et on est très contents. Et j'essaie de les vendre à mes utilisateurs qui sont réfractaires au changement bien sûr et préfèrent faire de l'Excel et du mail plutôt que OSM. Mais donc on commence par les 3 modules de base et ensuite en Q1, après la stabilisation, on continuera nos implémentations, je disais, sur la solution planning, mais aussi sur les autres modules d'Oracle. Et on a acheté, je ne l'ai pas dit là, mais Laurent en a parlé tout à l'heure, on a acheté aussi Data Visualisation chez Oracle, ce que montrait, qui ressemble à du clic ou à du tableau, du ClickView ou du tableau. Et non, ce qui me intéresse, c'est que c'est intégré. Et nous, dans le court terme, là, on va s'en servir pour exploiter des données historiques d'archives de l'ancienne Oracle, justement, de General Electric, et le mettre sous un format très accessible pour tout le monde. Parce que notamment multisource.
que du coup on peut mettre n'importe quelle source de données en dessous. D'accord. Je crois que juste après on a effectivement le périmètre géographique. Oui, donc ça c'est pour vous montrer que... Et le nombre d'utilisateurs peut-être pour situer un peu la... pas seulement parler plusieurs langues, il faut aussi être présent 24 heures sur 24 quasiment. En général, quand on commence notre journée à Paris, on a déjà la réunion qui a travaillé pendant 2 ou 3 heures, donc ils viennent avec leurs questions, et puis quand on est à la maison vers 22 heures, on a régulièrement aussi les Antilles. Et entre-temps, il faut gérer les Indiens qui travaillent avec nous. Donc effectivement, le projet en tant que tel, on n'a que à peu près une centaine d'utilisateurs. Et ce qui complexifie les choses, c'est que tout le monde n'est pas sur place, donc il faut pouvoir... séduire les personnes, même quand on est à distance. Donc effectivement, on en parlera peut-être, mais on utilise beaucoup le téléphone, mais aussi de plus en plus la vidéoconférence. Et en 2004, effectivement, j'étais beaucoup en réunion, à La Réunion et aux Antilles, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple, une fois qu'on a vu les personnes, de les faire adhérer à des nouveaux outils. Mais c'est une vraie gestion, donc je gère en démultipliant finalement et les réunions, et j'embarque, ma méthode, c'est d'embarquer les utilisateurs très très tôt dans le projet. Donc en fait, dès début 2016, quand j'ai commencé à discuter avec le nouvel actionnaire de notre banque, j'ai dit très simplement aux utilisateurs, bon ben voilà, on a commencé les discussions, on essaie de choisir les outils, on a 10 outils à remplacer, voilà ce qu'on pense. J'essaie de prendre les inputs, c'est pas forcément coopératif et collaboratif dans la décision pour tout, hein. Parfois on est obligé d'imposer certaines choses, mais en tout cas je les embarque parce qu'on a eu d'autres projets dans notre entreprise où il y a eu un tout petit groupe de consultants et 2-3 personnes de l'entreprise qui étaient associées au projet. Et finalement, les personnes qui ne sont pas associées ont l'impression qu'on leur cache des choses, alors que pas du tout, hein, on les laisse travailler sur d'autres choses, sur leur quotidien. Et finalement, au moment du Go Live, les personnes ne sont pas baignées dans l'outil, et la mise en production est d'autant plus difficile qu'ils n'auront pas vu l'outil pendant 6 mois, mais juste pendant peut-être 3 semaines de formation. Alors, ma méthode, c'est de les prendre par la main et de leur montrer simplement les choses dès le début. Alors c'est peut-être ce qu'on peut développer avec la slide d'après. La méthode projet. Un petit peu retour d'expérience sur la façon... Oui, donc là vous allez être content, Laurent, parce que la partie du milieu c'est Oracle. Hein. Oui, je reconnaissais. Voilà, c'est le rouge d'Oracle. Et tout autour, ce sont les chantiers projets tels qu'on les applique chez GE. Enfin, il y a déjà longtemps, je dis en 2003-2004, quand j'ai fait vraiment la première implémentation d'Oracle. On découpe l'implémentation en projets sur lesquels on essaye peu ou prou de trouver des responsables. Hein. Souvent, c'est moi qui en fais 3, mais voilà l'idée. Là, par exemple, ce que je disais tout à l'heure en bas, le training et la communication, bien en amont. Ce qu'on voit en haut aussi, c'est les process. Parce que si l'outil change, on va peut-être en profiter ou pas pour faire changer les process. Mais l'idée, c'est qu'on puisse justement automatiser, améliorer et accélérer certaines choses. Ensuite, à gauche, il y a l'application. Donc ça, c'est vraiment l'outil en lui-même. La data conversion, donc ça, c'est aussi des choses que j'adore faire. C'est reprendre l'historique de l'ancien système. Donc soit, bon, si vous êtes comptable, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il faut reprendre au moins les soldes, je sais pas, de l'année précédente ou les soldes des mois précédents, ou les transactions même de l'année en cours, hein, pour notre fameux FEC, fichier d'écriture comptable de l'année. Voilà, donc il y a ce chantier-là. Master Data, c'est le plan de compte. Donc ça, pareil, on a dû remapper tout notre plan de compte. On est passé d'un plan de compte US à la GE, à la General Electric, vers un plan de compte, on en a 2 d'ailleurs, le plan de compte des établissements de crédit et le plan de compte général. Donc on jongle entre les deux, je commence à être pas mal sur ce point-là aussi. Les interfaces, donc entrantes et sortantes, j'ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est beaucoup de discussions avec l'informatique, et ça, pareil, il faut vraiment travailler en amont avec eux. Et là, je suis très très forte aussi en langage informatique, parce qu'il faut faire l'effort de traduire ce que disent les informaticiens, ce que disent les utilisateurs, et puis arriver à qu'on se comprenne. Et finalement, quand on commence les tests, on voit qu'on ne s'est pas compris sur tout, donc il faut recommencer. Mais voilà, c'est pareil, très 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 intéressant, parce que j'ai mis d'autres reporting. Typiquement, quand il y a très très longtemps, j'étais chez Lotus et qu'on est passé à IBM, il y a tout ce pan-là qui a été complètement oublié. Donc les responsables de projets informatiques à l'époque étaient complètement sans ressources reporting et ils naviguaient dans le vide, à l'aveugle. Et donc ça, c'est un point très important, d'autant plus important pour nous que nous sommes une banque, donc on ne peut pas se permettre de rater le reporting réglementaire du premier trimestre après la mise en place, hein, même si c'est difficile.
Donc on travaille avec toutes ces personnes-là, que ce soit les reportings fiscaux, sociaux, réglementaires, statutaires, et architecture, infrastructure, donc ça c'est le choix de notre outil, mais aussi comment il va s'inscrire dans le système IT général. Donc là on a quelques personnes à l'informatique qui travaillent avec nous, et ce travail était d'autant plus important au moment où beaucoup d'outils étaient en train de changer chez nous, puisqu'on a été, General Electric nous a coupé les accès à beaucoup d'outils en même temps. Donc l'essentiel c'est de se dire de ne pas racheter les briques qu'on a déjà et d'acheter les bonnes briques qui pourront servir au plus grand nombre. Voilà. Ce qui est à noter dans ce que vous venez de dire, c'est que effectivement quand on parle d'un ERP, c'est quelque chose qui navigue pas tout seul, ça s'interconnecte avec un certain nombre de sujets. Alors, il y a peut-être quelques sujets SaaS, des implémentations dans des entreprises sur d'autres thématiques qui ont moins de besoin d'intégration avec un SI en place. Là on est quand même sur un ERP, d'ailleurs quelle que soit la marque qu'on retient, ça doit s'intégrer avec un écosystème, et donc du coup il faut des capacités d'intégration sur ce thème-là. Le dernier point, c'est sur les objectifs, du coup, oui, si on résume un peu tout ce que qu'on vient de se dire, et puis après du coup on basculera en questions-réponses. Oui, je pense que ça on en a largement parlé dans la plénière, mais bon, je suis contente qu'on a écrit ce slide il y a quelques mois quand on réfléchissait à nos outils, et que avec mon manager, on s'est dit, bon ben, nous on a nos idées, mais ce serait bien de les écrire pour les montrer aux autres. Donc le premier objectif, c'était d'avoir le moins de fournisseurs de systèmes finance possible. Donc Oracle répond bien aux questions, on a acheté on a contracté avec 2-3 autres fournisseurs, mais l'objectif c'est de rapatrier un maximum de choses dans Oracle. On avait écarté les petites solutions du marché qui n'étaient justement pas assez intégrées, et pour d'autres raisons aussi, parce que notamment elles ne géraient pas nos deux plans de compte bancaires et non bancaires, mais aussi parce qu'en termes de connaissances sur le marché, quand vous avez une solution énorme comme Oracle, c'est vrai aussi pour Microsoft, mais qui est connu par beaucoup de consultants, d'intégrateurs, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui va vous dépanner quand vous avez un souci que si vous prenez du Kayak ou des petites solutions qui sont très intimes. Voilà, et puis, parce que je peux le dire, parce que j'ai souffert pas mal sur ce point aussi, finalement quand vous signez un contrat, c'est plus sympa d'en signer un que d'en négocier 10, parce que le nombre d'heures qu'on a passé au téléphone avec le juridique, je trouve des fois pas forcément avec le nôtre, mais même avec le nôtre, c'était assez gai. Voilà, la volonté du cloud, on en vient plus ou moins, parce qu'on était dans un cloud de Jing qui nous fournissait beaucoup d'outils, mais de plus en plus l'IT cherche aussi à se délester de personnes, d'infrastructures. On a un gros centre chez IBM, mais même si on achète des machines chez IBM ou de la capacité machine chez IBM, ça coûte quand même des sous, c'est pas peu. Donc on a un nouveau responsable finance depuis quelques mois, et lui cherche vraiment à moderniser et puis à s'alléger. Donc ça lui convient très très bien. Donc à chaque fois qu'on cherche un nouvel outil, on demande est-ce que vous avez du cloud? Oui, non, puis on va plutôt aller chez ceux qui en ont. Effectivement. Les solutions collaboratives, ce que vous disiez sur Oracle Social Network, on ne l'a pas encore expérimenté, mais je vais pousser mes gentils utilisateurs vers ça. Voilà. Le deuxième point sur l'analyse, ça c'est... Bon, on est une vieille banque, entre guillemets, vieille banque française, donc il y a des personnes chez nous qui sont très franco-françaises, qui vont avoir du mal à lâcher leurs interventions manuelles, mais nous, notre volonté avec le CFO, et même moi ça m'agace quand je vois les utilisateurs qui rament, j'ai vraiment envie de les aider, on aimerait leur donner le plus d'automatisation possible. Donc ça c'est ce que montrait Laurent, et moi j'ai adoré. Et je veux vraiment donner à chaque utilisateur ces briques, ces petites briquettes de couleurs avec les indicateurs qui vont l'aider pour redémarrer sa journée. Par exemple, Laurent a montré les factures, donc effectivement, on a des personnes qui vont suivre les factures qui ont été scannées et reconnues ou pas bien reconnues. Donc on va aller voir ce qui se passe là-dedans, ou les PO, donc les bons d'achat qui ne sont pas aux normes, ou effectivement... Je vais former aussi des personnes sur les clôtures dans le système. Donc Laurent a montré, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un pavé pour voir si on a clôturé la partie AP, vraiment fermer une période comptable dans AP, qu'elle est encore ouverte dans GL ou vice-versa, mais forcément il y a un moment ça va bugger. Donc ça j'ai vraiment envie de montrer à mes utilisateurs comment faire les choses le plus simplement possible. Et la troisième partie, voilà, nous comme on est une banque, on ne peut pas se permettre d'avoir des trous dans la raquette. Comme il y a eu beaucoup de changements en même temps, notamment IFRS et des nouveaux systèmes, on a intérêt à être malin et efficace pour pouvoir continuer à répondre aux exigences de reporting qui ne montent pas de façon décroissante.
Je ne sais pas si j'ai tout dit ce qu'on avait dit. De toute façon, si on n'a pas tout dit, si vous êtes d'accord, on va applaudir Virginie déjà. On était au terme de l'intervention qu'on avait prévue, donc ça nous laisse une quinzaine de minutes pour pouvoir aller prendre un petit cocktail, il me semble que c'est ça, Thomas, pour accueillir toutes vos questions et essayer d'y répondre. Elles sont soit d'angle projet, retour d'expérience, soit plutôt accompagnement de ce que Deloitte peut apporter, soit plutôt orienté solution. Et il y a aussi Gérard côté Oracle, un des côtés qui peut nous compléter. Donc, qui va lancer la première question? Monsieur? Pierre Lapré, alors je ne suis pas du tout dans vos chaussures, je suis une des startups du village. Une question qui est intéressante, c'est que vous parlez de l'IT qui a été impliqué, alors ça les arrangeait de ne pas avoir mené un nouveau projet d'infra pour héberger le cloud. Et comment ils ont réagi sur d'autres aspects liés au passage dans le cloud, notamment la sécurité, alors, oui, ce qui les intéressait, enfin ce qui les inquiétait, c'était la partie sécurité et aussi la réversibilité. Comment sortir du cloud si on veut en sortir. Donc là, on a parlé à Guy Philippe de chez Oracle, donc une personne qui est vraiment techie chez Oracle. Cloud technologiste. Ouais. Et donc il nous a montré les data centers qui se trouvent en Europe, il y en a d'autres partout dans le monde, mais nous, on voulait que nos données restent en Europe puisque banque oblige. Et donc c'était surtout ça, c'était la partie sécurité. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand il y a, je sais pas moi, un cyclone, enfin vraiment concrètement la sécurité du data center, la sécurité des données, ça j'en ai beaucoup discuté avec le juridique aussi, où transvasent nos données, comment elles sont regardées par des helpdesk qui peuvent se situer en Asie comme aux États-Unis. Et puis comment on fait pour sortir du cloud. Donc là, Keith Philippe nous a expliqué qu'il y avait un data pump génial. Voilà. Mais on ne veut pas sortir tout de suite, mais c'est vrai qu'on ne veut pas se trouver pris au piège non plus. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, si on sera intégré dans un autre groupe d'ici quelques années, je ne sais pas qui aura SAP. Donc... Parce que moi, ce que je peux compléter, c'est que l'entreprise Oracle met une somme d'argent considérable sur la sécurité. À partir du moment où on a basculé d'un monde d'offreurs de produits à un monde d'offreurs de services et qu'on gère la production de nos clients, c'est juste non négociable. Voilà, donc on met une somme d'argent considérable, premier élément. Deuxième élément, quelque chose qui nous caractérise, c'est que de la couche la plus basse du système d'info, qui est le silicone d'une carte à puce dans les serveurs, jusqu'à l'applicatif, tous ces composants-là sont en propriété d'Oracle. C'est des machines anciennement seules, qui appartiennent à Oracle, c'est la base de données Oracle, c'est le middleware Oracle, c'est les applications Oracle, c'est toutes les technologies des différentes couches qui sont possédées par Oracle. Ce qui nous permet, nous, au niveau de la R&D, de faire travailler les ingénieurs en façon transverse pour que cette sécurité-là soit prise de bout en bout et d'offrir le meilleur sécurité. On a quelques DSI qui nous ont reconnu que à moyen long terme, on a un niveau de sécurité qui est plus performant que ce que eux-mêmes peuvent faire, parce que pour eux-mêmes, le faire pour eux-mêmes, c'est juste une somme d'argent considérable de le faire juste pour eux-mêmes. Et on a parlé des data centers, mais évidemment, on gère tout ce qui est backup, on gère tout ce qui est disaster recovery, donc on a la redondance des environnements, comme on l'a dit, s'il y a un cyclone ou autre, que sur un site, on a des engagements contractuels qui, en nombre d'heures, déterminent que le service est rouvert en 4, 5, 6 heures. Et d'ailleurs, on a des statistiques qui démontrent sur les années passées combien de temps on a mis pour réactiver un service s'il y a eu une défaillance. Donc voilà, c'est un nouveau monde, c'est un monde de service, c'est un monde de satisfaction client. Votre engagement, il est moins fort au départ puisque vous êtes abonné avec nous sur 3 ans, sur 5 ans. Si le niveau de satisfaction n'est pas à l'arrivée, libre à vous d'aller voir d'autres acteurs pour gérer votre système d'information. Donc du coup, ça aussi génère une autre exigence de notre part sur la façon de vous accompagner dans ce mode qui est un mode de service et puis un mode de produit. Voilà, un complément que je pouvais faire. Bonjour, j'ai 2 questions. Bonjour. Moi, je travaille pour CFAO, donc on est un de vos clients avec Capgemini à la région. Moi j'ai 2 questions. Une question, c'est au niveau des communications, est-ce qu'il y en a un en Nouvelle-Calédonie, etc. En termes d'accès, est-ce que ça fonctionne bien? C'est la première question. Et la seconde, qui peut être liée, est-ce que vous avez une base unique pour ce qui est fait en Inde et ce qui est fait dans les dom-toms, ou est-ce que vous avez plusieurs bases qui communiquent entre elles? Alors, on a une base. Alors, donc ça fonctionne bien, on a testé, on passe en production à la fin de la semaine, donc il intéresse que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, on a des bons temps de réponse, et je me rappelle vraiment en 2003-2004, quand j'ai fait le projet sur les dom-toms, ça ramait beaucoup moins.
Mais là, et donc c'était l'infrastructure Geely. Là, on a des très bons temps de réponse qui sont équivalents en métropole ou dans les dom-toms. Alors, on a personne qui travaille en Calédonie en finance, mais ils sont à La Réunion. Quoique, ils vont devoir faire des demandes d'achat, je pense, de la Calédonie, donc on verra bien comment ça se passe. Et pour le deuxième point, on a une seule base unique. Donc on a signé un seul contrat Oracle. Et là, on a toutes nos entités à l'intérieur et qui fonctionnent sur le même data center avec le backup. Donc c'est un seul monde. On est obligé. Nous, ça nous arrange, puisqu'on fait notre consolidation aussi de données pour pas dans Oracle, mais dans les outils connexes. Après ça c'est un choix client. Si je prends par contre l'exemple d'Orange, de mémoire, Orange pour la France, ils ont une instance pour la France, une instance pour la Pologne, une instance pour la Belgique. Et ça c'est un choix client. Et nous on sait par regroupement qu'il y a un sens dans votre entreprise. Ensuite, en termes de sécurité d'accès, si vous voulez pas que les Antilles voient ce qui se passe à La Réunion, vous pouvez très bien couper. C'est ce qu'on va faire aussi en partie, pas tellement pour la lecture, mais pour l'écriture des données comptables. On ne laissera pas un accès aux comptables antilles sur les entités de La Réunion. La métropole aussi, il y a des personnes qui seront limitées, d'autres avec des accès plus larges. Ça, c'est tout à fait gérable. C'est ce qu'on faisait aussi. C'est la sécurité applicative, ça. Oui. Non, la question, c'était plutôt par rapport au nombre de plans comptables. On travaille dans plusieurs dizaines de pays, donc il n'y a pas forcément les mêmes plans comptables. Donc on sait qu'on peut les dupliquer une fois, deux fois, mais peut-être pas 50 fois. Donc on a cette question qui peut arriver. Alors 50 fois, je sais pas, nous avec 2 ça a très bien marché. Alors, 2 ça marche. Voilà, on a 4 instances entre guillemets parce qu'on a quelques petites subtilités sur d'autres segments que juste le compte. Enfin, instance, quand je dis instance, c'est comptable, 4 types de plans de compte. Les dimensions, Oui, et puis on a aussi mis des livres IFRS, donc tout à l'heure Laurent montrait plus les livres comptables technico-Oracle en termes de pays, mais nous on a des livres IFRS et des livres pour la compta statutaire. J'ai pas eu de soucis là pour le moment pour les plans de compte. Le travail c'était plus vraiment sur le mapping du plan de compte, faire le nettoyage, comme je disais à Gérard et Laurent quand j'ai commencé à regarder il y a quelques mois, j'avais 20 000 lignes de compte parce qu'il y en avait plein qui n'étaient plus utilisées. Et là maintenant on est mis à 1800, je suis contente. Beaucoup plus propre. Oui, quel est l'outil qui est derrière par rapport à vos outils historiques entre PeopleSoft, Oracle Financials ou d'autres Le sens de votre question, c'est vous aviez... cette nouvelle génération, est-ce qu'elle est née de quelque chose? Oui. La réponse est oui. Elle est née d'une convergence de ces trois mondes. Voilà. Il y a un modèle de données qui s'est inspiré fortement d'une des offres qui était l'offre IBM Suite, mais qui s'est enrichi de bonnes idées qui allaient dans le monde PeopleSoft, de bonnes idées qui allaient dans le monde J2E, pour que dans cette nouvelle génération de produits, on hérite de cette connaissance qu'on avait, puisqu'on ne naît pas dans le monde de l'ERP, Oracle, avec cette nouvelle génération de produits, on capitalise sur ce qu'on avait par le passé. La raison pour laquelle ça s'est fait comme ça, c'est que une compta, ça reste une compta, un processus P2P, ça reste un P2P, un order to cash, ça reste un order. Pas parce qu'on est maintenant dans le cloud que subitement, ces processus-là, ils sont complètement nouveaux. Maintenant, ce que j'ai essayé de vous démontrer, j'espère que ça a été plutôt à peu près efficient, c'est qu'en intégrant le digital, on voit ce qu'une nouvelle ergonomie plus l'exploitation de l'innovation technologique au sens large peut permettre de faire pour du coup offrir une valeur ajoutée au métier supplémentaire. Et du coup contribuer à ces enjeux d'automatisation, ces enjeux d'analytique temps réel, ces enjeux de meilleur contrôle, etc. Mais voilà, donc c'est la convergence de ces trois lignes de produits historiques qui se retrouvent dans cette nouvelle génération de produits qui s'appelle Finance Cloud, Procurement Cloud, Gestion Commerciale Cloud, Manufacturing Cloud, Supply Chain Cloud. Et ça a été la même chose sur les offres HCM et les offres de Customer Experience. Et je trouve qu'un des points intéressants du cloud, alors on peut le vivre négativement ou positivement, c'est qu'on est bridé, bridé. On peut faire tout ce qu'on veut, après c'est une question de coût et de temps, mais le cloud offre un produit qui est commun à tous les clients d'Oracle. Donc vous pouvez faire le choix d'essayer de rentrer dans ce moule commun et vous y gagnez en termes d'implémentation, en termes de maintenance, parce qu'à chaque fois que vous changez de version, qu'il y a des patchs, etc. Si vous avez construit des petits machins à côté qui ne sont pas sur l'autoroute, il va falloir essayer de s'y raccrocher, voir que ça fonctionne toujours. Nous, personnellement, on a eu la chance d'arriver dans un monde Géant électrique qui nous poussait vraiment vers tout le monde est pareil.
Donc on était déjà dans cette idée d'être très très standard, mais effectivement, je pense que le cloud pour d'autres de nos clients qui étaient partis un peu dans toutes les directions, ça permet de recadrer et de se dire bon, on a la solution qui est intelligente en principe, et on l'utilise au mieux. Alors je vais compléter, puis peut-être que Omar, puisque tu es sur d'autres projets, donc tu es aussi dans la vraie vie. Oui. Une précision, quand on est en SaaS, donc on sort 2 versions par an, ces versions sont mises à jour par Oracle, et donc le client en hérite, active ou non des nouvelles fonctions qui ont été alimentées dans les nouvelles versions, mais il n'y a plus d'upgrade comme on connaissait les upgrades passés, à 1 million ou 2 millions d'euros qui font monter une direction générale. C'est terminé. Virginia vient de parler de patch, et patch c'est pareil, c'est Oracle, les équipes qu'on appelle Cloud Operation, qui implémentent ça, qui vous préviennent à quel moment ça va se passer, à quelle heure, etc. etc. Tout ça est orchestré, vous êtes au courant, donc Virginie doit le vivre. D'autres clients comme Orange a vécu pendant son projet une montée de version. Voilà, c'est à intégrer, ça fait partie d'un chemin. Mais la grande force, c'est que peu ou prou dans la salle, je suis sûr que si je vous demande au bout de combien de temps vous migriez un ERP par le passé, vous allez me répondre minimum 5, 6, 7, 8 ans. Raisonnons sur 5 ans. Sur 5 ans, vous aurez eu 10 versions d'Oracle par ce nouveau modèle. 10 versions d'Oracle vous auront été mises à disposition et vous aurez hérité pour faire fonctionner votre finance, vos achats, votre supply chain, votre RH, etc. etc. Avec à chaque fois de l'innovation, parce que on ne sait pas encore ce que le digital va inventer demain. Par contre, quand ça va être inventé, ça va être disponible et tout de suite accessible pour vos utilisateurs, parce qu'il n'y aura pas besoin d'attendre ces fameux 3-5 ans et puis ce plan de bread et ce business case inventé à une direction générale. Il me faut 2 millions d'euros pour faire un upgrade. C'est un nouveau monde. Voilà. Je te laisse peut-être reprendre sur le côté standardisation. Oui, sur le côté standardisation, je pense que ce qui est important aussi de partager comme élément avec vous, c'est qu'il faut effectivement se concentrer aussi sur les éléments qui sont à forte création de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des systèmes qui sont, on va dire, entre guillemets un peu plus vieux, on-premise, qui sont montés sur un ensemble de développements spécifiques qui certes font le job, mais qui potentiellement pourraient être remplacés par une fonctionnalité standard de l'ERP Cloud avec ISO création de valeur. Il y a nécessité aussi, d'un point de vue au niveau de l'entreprise, de s'interroger sur la maturité digitale de l'ensemble des processus et de se concentrer uniquement sur ce qui est très fortement création de valeur ajoutée. Et comme le disait Laurent, une compta, ça reste très standard et ça ne représente pas forcément un avantage concurrentiel par rapport à l'entreprise qui est à côté. Donc ça fait partie aussi des éléments que j'évoquais en introduction, comment construire votre trajectoire digitale par rapport à cette maturité, par rapport à la valeur ajoutée que vous voulez créer à plus ou moins moyen terme, et qu'est-ce que vous voulez mettre dans cette trajectoire. Et pour parler des upgrades aussi, parce que je l'ai vécu chez d'autres clients, c'est transparent, c'est au max 2 jours, ça se passe le week-end et c'est fini. Voilà. Et ça, le fait d'être en souscription évite de se reposer la question à chaque montée de version, de se dire est-ce que je change d'outil ou est-ce que je prends juste la version suivante. Donc ça enlève, ça donne de la liberté pour être en analyse et faire de la valeur ajoutée. Après, pour rebondir aussi par rapport, ce qui change aussi fortement par rapport aux outils on-premise, la grosse différence avec l'ERP Cloud, c'est que les outils sont mis à disposition des utilisateurs finaux. Je pense qu'on n'a pas peut-être eu le temps de le dire, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un reporting sur mes revenus, de sortir mon compte de bilan, mon compte de résultat, je dois faire appel à l'IT, je dois faire une demande de rapport, mes données elles sont potentiellement à J-1. Aujourd'hui, non, l'ensemble des outils sont mis à disposition des utilisateurs et ça permet aux utilisateurs de se construire des rapports qui sont personnalisés et de ne plus être dépendant aussi de l'IT, de ne plus tomber dans ces pièges-là. C'est aussi le gros changement. On est aussi dans des vraies capacités temps réel, imputer une facture, ça se fait en temps réel, c'est pas à J+1. Imputer une écriture, c'est de la même manière. Donc on est vraiment dans ce mode de consommation et de souscription. C'est le monde dans lequel on opère aujourd'hui, au sens global. J'ai une petite question, j'ai marqué à Randstad. Vous avez fait le choix d'une implémentation de l'eau.
commencer, si j'ai bien compris, par GL et Oracle. Pourquoi cette priorisation et ça ne pose pas de problème justement sur la bascule de découper Ce qui aurait été difficile, c'est de couper, de découpler AP et GL. Donc ça, AP-GL, ça marche ensemble. PO, on va le déployer d'ici 15 jours, enfin 15 jours après notre live, dans quelques temps. Les deux autres outils, aujourd'hui, sont sur d'autres systèmes. Enfin, AR, c'est pas pour gérer nos factures clients, c'est pour gérer des factures intra-groupe, de petits volumes et qu'on fait sous Excel aujourd'hui. Et les IMO, on a un outil français qui s'appelle Sage. Donc il n'y avait pas d'urgence, si vous voulez. Mais voilà. Puisque l'offre Oracle, quand vous signez, vous achetez pas mal de modules d'un coup, donc autant s'en servir. Donc là, Ce que j'ai entendu de d'autres clients, c'est couplé à cette logique d'agilité du cloud, c'est de faire des quick wins. Et donc de faire des projets où il y a tout de suite déjà un bénéfice pour l'entreprise et donner le sentiment à toute une équipe qu'on avance. Plutôt que le projet effet tunnel, où je vois tout de suite la cible, et finalement, elle est très loin la cible. Et je rentre dans un tunnel et j'en sors un jour. Là, je peux effectivement mettre en œuvre des choses, ça fait avancer une équipe, ça met de la dynamique, ça offre de la valeur, et après on enrichit, on complète ou autre. Virginie a raison, il faut faire la césure au bon endroit. Je pense qu'Omar, tu dirais la même chose. Il y a des coupures qu'il ne faut pas faire, et il y en a d'autres qui sont complètement éligibles, et d'autres clients ont pris exactement la même approche que d'y aller par l'eau. En fait. Ouais, par exemple, pour compléter les propos de Virginie et Laurent, sur un autre projet, on a fait le choix de mettre en place directement la comptabilité générale. C'est rapide, c'est un premier succès pour les utilisateurs, et ça permet justement d'avoir un feedback très rapide de la part de la direction et d'enrichir la solution. On est plutôt sur des temps d'implémentation qui sont plutôt très courts. La partie comptabilité générale, on était à 2 mois et demi pour passer sur le RP Cloud. Et en tout cas, l'outil ne permet pas une approche unique, comme vous disiez. On peut très bien avoir des stratégies de cohabitation qui perdurent pendant un certain temps, qui vous permettent de vous rassurer sur la manière dont fonctionne la solution, qui permettent aussi de migrer, comme je le disais tout à l'heure, les pans de processus qui sont les plus matures digitales dans un premier temps. La solution, elle permet vraiment cette agilité-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus, on est dans quelque chose de très concret. On n'est plus dans les projets ou les ateliers où c'est très slide, où c'est très... on est dans la démonstration de la solution, l'ajustement de vos paramétrages pour convenir à des besoins finis. Le gros avantage aussi, c'est que sur des projets beaucoup plus classiques on-premise, on est toujours en train de discuter du bout de gras sur le développement spécifique. Il est simple, c'est 5 jours, c'est complexe, c'est pas complexe. Et là, avec des projets de type RPSA, on peut plus être confortable. Alors bien sûr, on a toujours des problématiques d'intégration, sur le classique, sur les interfaces. Mais voilà, la grosse différence, elle se fait aussi là-dessus, elle se fait sur l'implémentation. Et un autre point sur les phases des modules, c'est est-ce que je peux vivre avec un OGL ou pas, ou est-ce que je me dis je profite de la dynamique du projet, je fais les deux en même temps, etc. Oui, dans ce sens-là, je comprends. Par contre, j'ai du mal à voir comment on peut... ça veut dire que nous, concrètement, on est sur PeopleSoft, on est démarré. C'est-à-dire que concrètement, si je bascule du GL ou du AP, il va falloir que je branche mon AR à un moment sur votre solution, et donc je vais développer les interfaces. Je vais avoir un coût quand même d'implémentation en 2 phases. Voilà, c'est juste... Oui, mais c'est pas... Faire dialoguer un GL à un GL, c'est très un PeopleSoft. Ah, un GL... Oui, non mais le AR ira dans le GL de PeopleSoft qui alimente. Ah oui, voilà. Donc on peut avoir des techniques qui facilitent et qui simplifient les intégrations intermédiaires. On ne va pas mettre trop d'argent parce que c'est juste une étape intermédiaire avant d'aller vers plus large. Oui. Ça, c'est des choses qui peuvent être réfléchies avec des sans dégradation de délai. Exactement. C'est ce qu'on a fait chez les clients qui étaient cités dans les slides de Laurent. Effectivement, ça permet d'avoir une implémentation très rapide et justement de s'éviter de construire des interfaces potentiellement qu'on va jeter plus tard. Exactement. J'ai encore une question. Ouais, c'est votre schéma, il y avait une petite boîte qui m'interpellait, le traducteur comptable. Oui. C'est le lien entre les outils front et puis la compta, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est quoi en fait? C'est la règle du jeu aujourd'hui.
Mais on réfléchit à le remplacer notamment par un outil Oracle. On n'a pas encore creusé, mais on essaie de le remplacer aujourd'hui. C'est votre référentiel finance, en fait, entre le lien entre votre... Oui, il traduit les événements de gestion. Transforme les éléments de gestion en documents comptables. Alors il est quand même assez fort, parce qu'on a certains systèmes comptables, certains systèmes IT qui ont eux-mêmes de la compta embarquée. Donc il va simplement traduire le compte équipe ou je ne sais quoi vers un compte, donc équipe c'est un système de gestion, vers un compte Oracle. Et il y a d'autres systèmes qui ne font pas du tout de compta, donc là il va vraiment traduire, j'ouvre un nouveau crédit pour mon client, en débit je dois mettre ça, en crédit je dois mettre ça. Et comment ça s'appelle? Là aujourd'hui c'est règles du jeu. Règles du jeu. du jeu, et ce que disait Virginie qui est cohérent avec la vision du CFO, c'est d'avoir autant faire ce que peut toucher Oracle si Oracle sait faire, et Oracle depuis la version 13 qui vient de sortir a une offre qui s'appelle Accounting Hub Cloud Service, qui est un équivalent règle du jeu dans le portefeuille Oracle, qui du coup va faire de l'interprétation comptable pour transformer ce qu'on appelle les comptes rendus d'événements, les fameux creux ou des cris en monde bancaire, ça peut être autre chose dans un autre monde, dans un format écriture comptable balancée, et pour alimenter l'engin. Donc ça c'est une solution qui vient de sortir, qui est également disponible en SaaS, en multisource. On peut prendre n'importe quelle source de données, un système legacy, pour en faire une écriture comptable qui rentre dans le RP. Avec une administration utile. Avec une administration utile. Voilà. On va faire une présentation à Virginie dans quelques temps. On va laisser faire son go live. Est-ce que vous avez une dernière question pour vous laisser le temps de profiter quand même du cocktail derrière? Oui, non. Bon, on va remercier de nouveau Virginie. Merci Virginie. Merci à vous. D'avoir donné un éclairage et suscité